Il me revient l'honneur donc de présenter, d'introduire l'après-midi et notamment les 2 temps qui vont nous accompagner, à savoir une première intervention sous forme de conférence comme ce matin par Sephora Boussena qui vient de l'université de Namur, qui nous fait le plaisir d'intervenir sur la thématique de la réforme de la formation des enseignants en Belgique, bien qu'elle ne soit pas une réelle spécialiste du système éducatif. Elle s'intéresse à la formation continue, à l'accompagnement, au tutorat, mais elle a été une actrice au même titre que de nombreuses autres personnes de cette réforme de la formation, et elle vient en témoigner. Et puis on aura une deuxième partie d'après-midi autour d'une table ronde. Je réintroduirai ça tout à l'heure. Je vais te céder la parole, Sephora, 45 minutes environ. Je vais essayer d'être le gardien du temps, et comme ça nous laissera un petit temps d'échange par la suite. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup aussi aux organisateurs de ces 2 journées de m'avoir invitée. Je reprends les propos d'Éric. Je ne suis pas une spécialiste dans mes champs de recherche des politiques éducatives et en Belgique, ni en Belgique francophone ni ailleurs, mais si j'interviens aujourd'hui, c'est plus en tant qu'acteur et opérateur de la formation initiale des enseignants en Belgique, pris dans une réforme qui se met en place aujourd'hui. Alors juste vous dire aussi que j'ai eu l'occasion de consulter 2 personnes, Gaëlle Chapelle, qui à l'époque, au moment du début de cette réforme, travaillait au ministère et de l'Éducation, ce qui m'a permis d'avoir quelques informations sur le déroulement, et puis aussi un autre collègue de l'Université de Mons, qui est Marc Demeuse, et qui était aussi fortement impliqué dans cette réforme. Alors, juste vous dire, en gros, ma présentation va s'articuler autour de 2 temps. D'abord, vous présenter finalement le contexte sociopolitique à l'origine de cette réforme, et puis aussi finalement les enjeux des différents acteurs, et puis dans un deuxième temps, finalement la mise en place de la réforme, on va dire, en 2 temps. Alors, les prémices de la réforme. Juste pour rappel, l'Europe se met en place vraiment, et il y a les objectifs définis à partir des rencontres de Lisbonne. Et dans ces objectifs, il est question de développer le capital humain et développer l'éducation et la formation tout au long de la vie pour répondre aux besoins de la production et des entreprises. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour finalement former des travailleurs qui soient raccord avec les besoins du travail. L'objectif était d'atteindre en 2020 40% de diplômés dans l'enseignement supérieur, mais pour être précis, finalement une tranche d'âge très particulière que sont les 30-34 ans. Aujourd'hui, dans les objectifs de 2030, il s'agit d'atteindre 50% de cette tranche d'âge-là, formée dans l'enseignement supérieur et ayant un master. Alors, la Belgique, dans ce contexte, finalement, elle est un peu mise au banc parce que à la fois la Commission européenne et l'OCDE, en tant que prescripteurs d'influence, vont relever qu'il y a toute une série de problèmes. Et si, finalement, en Belgique, qui est un des derniers pays de l'Europe à ne pas avoir une formation masterisée, formation des enseignants, eh bien, s'il y a masterisation des enseignants, eh bien, ça veut dire plus de diplômés, et du coup, les statistiques augmentent, on atteint les objectifs. Alors, une grande boîte, je pense que vous connaissez tous, c'est un grand référent dans notre champ, il prend effectivement beaucoup de place, je trouve. Mais McKinsey va proposer 3 indicateurs à partir desquels, finalement, on va pouvoir évaluer la performance d'un système scolaire. D'abord, les résultats des élèves, l'efficacité des moyens mis à disposition pour permettre ces résultats, et, troisième condition, l'équité entre les élèves,
c'est là que nous allons sur des champs et des terrains plus glissants. Alors, le constat en Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que je ne vais pas vous faire un cours institutionnel, mais la Belgique, je pense, est encore bien compliquée en termes d'organisation politique. Et donc, vous savez, il y a 2 voire 3 communautés, hein, la communauté francophone, la communauté néerlandophone et la communauté germanophone en Belgique. Et voilà ce que font comme évaluation les pouvoirs publics. Le niveau de compétence atteint par les élèves est inférieur à celui de la majorité des pays industrialisés. Ce ne sont pas mes propos, hein, je tiens quand même à le dire. Je ne fais que reprendre ce que les politiques relèvent, qu'il n'y ait pas confusion. Et effectivement, ils le font à partir des études PISA de 2000 et 2006, où les élèves francophones belges ont des résultats catastrophiques, selon les conditions de passation des tests. Il relève aussi l'impuissance à compenser les inégalités sociales, hein, de départ, que ce soit les acquis de base, l'origine sociale, culturelle, voilà, les questions de genre aussi. Il relève aussi que les filières sont hiérarchisées. Je pense que ça ne doit pas être très différent des autres pays, mais quoique, par exemple, j'ai vu en Suisse, c'est quand même franchement différent. Mais en Belgique, quand un élève échoue dans son secondaire, eh bien, on va le réorienter. Et la réorientation va d'abord vers de l'enseignement technique, et puis si vraiment il est mauvais, on va le réorienter vers de l'enseignement professionnel. Et donc, vous voyez, finalement, à la fin, enfin, je pense que c'est pas original, hein, c'est un lieu commun ce que je vous raconte, on se retrouve comme ça avec une hiérarchie des filières et absolument pas de valorisation de certaines filières. Le redoublement est utilisé comme un outil de gestion des trajectoires scolaires, c'est-à-dire que face aux déficits, face aux difficultés, eh bien, la seule solution qu'on a trouvée, c'est de faire recommencer les années aux enfants. Et puis, l'organisation de l'offre scolaire se fait selon une logique de quasi-marché. En Belgique, chaque établissement est financé, parce qu'il y a des réseaux, et chaque établissement est financé au prorata du nombre d'élèves présents au 1er octobre. Donc, s'il y a une baisse d'élèves, il y a une baisse du financement, et du coup, cela suppose de licencier ou de remercier une série d'enseignants. Alors, soit ils sont nommés et donc ils sont réaffectés dans d'autres établissements parce que là, ils ont quand même la sécurité de l'emploi, mais il y a quand même toute une partie de la population qui est fortement précaire et donc ils se retrouvent au 1er octobre sans emploi. Donc il y a une réelle concurrence entre les établissements, y compris d'un même réseau. Hein, donc voilà, ça c'est très particulier. Alors, les pouvoirs publics décident de s'engager dans 2 grands axes de travail pour rencontrer ces difficultés. D'abord, pour lutter contre les inégalités au sein du système scolaire. D'abord, travailler sur les structures de l'enseignement. Et là, va apparaître une grappe de décrets qui se succèdent à une vitesse incroyable, dont un décret vraiment majeur qui est le décret mission, et dans lequel on va retrouver toute une syntaxe où l'élève doit apprendre à avoir confiance en soi, que les élèves doivent devenir des citoyens responsables. Il est question aussi d'émancipation sociale. Je suis très ennuyée par ce type de rhétorique parce qu'on arrive à mobiliser finalement des concepts qui sont très intéressants pour en faire quelque chose de vidé de son sens quand c'est utilisé ainsi. Voilà. Alors ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, eh bien, c'est de se centrer sur les pratiques et les mentalités des enseignants au travers de la formation des enseignants, principalement à travers la formation initiale et puis ensuite la formation continue. Mais là, ça n'aboutit pas beaucoup. Alors, je ne vais pas vous passer les 13 compétences présentes dans le cursus de formation des enseignants et là, je le précise, c'est en 2009, hein, c'est pas aujourd'hui, mais en 2009, avec aussi des injonctions paradoxales. J'ai souligné, par exemple, la compétence 3 et puis la compétence 13.
Dans la compétence 3, il est question d'être informé sur son rôle au sein de l'institution scolaire et exercer la profession telle qu'elle est définie par les textes légaux de référence. Et dans les textes légaux de référence, il faut savoir qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'on va dicter les pédagogies et les modes d'intervention au sein des classes. Et donc les enseignants deviennent des applicateurs de modèles pédagogiques qui leur sont proposés. Enfin, proposés, pardon. Ça, c'est... qui leur sont vivement recommandés. Et donc là, quelque part, en fait, les enseignants sont mis dans une situation d'agents. Ce sont des exécutants. Et puis, à la compétence 13, on a porté un regard réflexif. Je pense qu'il y a une confusion sûrement sur la notion de réflexivité, sur sa pratique et organiser sa formation continue. Alors pourquoi je dis qu'il y a une confusion sur la notion de réflexivité? C'est que souvent, on utilise réflexivité pour parler d'auto-évaluation, voire d'autocritique. C'est-à-dire, je me rends compte que je ne sais pas faire ceci, etc. Et plus un enseignant est capable de repérer combien il est à côté des guidelines, plus c'est un enseignant réflexif. Évidemment, moi, quand je mobilise, je pense à l'école à laquelle moi je fais référence en parlant de réflexivité, c'est la possibilité pour des professionnels de prendre conscience des structures sémantiques, des modes d'intervention dans un contexte politique, économique et social. Donc, ce n'est pas d'individualiser la responsabilité de ce qui se passe dans un environnement d'enseignement, mais bien de connaître tous les tenants et les aboutissants et de connaître l'ensemble des facteurs qui interviennent dans ce type de situation. Donc voilà, on n'est pas à un paradoxe près, on y va. Là, en 2009 aussi, l'Université Saint-Louis à Bruxelles publie un rapport et avant de publier ce rapport, va mener un travail d'évaluation, mais fait avec les acteurs de terrain à partir de la méthode d'analyse en groupe mise en œuvre par Luc Van Kempenhout. Et là, il est question d'aller rencontrer les acteurs de terrain, les mettre en situation pour pouvoir s'exprimer sur toute une série de problématiques. Et on n'est pas dans quelque chose de démagogique où on dit oui, puisque les acteurs de terrain le disent, c'est que c'est bon. Non, il y a tout un travail de scientifique qui encadre, mais apparaissent toute une série de choses. Donc, ils vont 110 entretiens, 10 analyses en groupe, et puis 3 forums. Donc, ils ont vraiment mis en place tout un appareillage. Pour ceux qui seraient intéressés, je les invite à aller lire le rapport de synthèse, parce que dans ce rapport de synthèse, non seulement il y a le rapport de tout ce qui a été relevé auprès des enseignants, qui a été thématisé, mais surtout, il y a aussi une synthèse de l'historique de l'intérêt des acteurs de la formation, des acteurs politiques et sociaux pour la formation initiale des enseignants. Donc vraiment. Alors, dans ce rapport, finalement, ce qui apparaît dans les pistes, l'allongement des études d'enseignants, donc le passage de 3 ans à 5 ans, puisque pour la formation initiale des enseignants du premier degré, donc chez nous c'est de 3 à 12 ans, c'est ça pour vous? Eh bien, la formation jusqu'à aujourd'hui, elle est de 3 ans. Elle va changer, mais elle est de 3 ans. Et puis pour la formation du second degré, là, il y a 2 types de formation, mais c'était 30 crédits en plus d'un master disciplinaire. Donc, rien de révolutionnaire. Il est question de revalorisation barémique. J'entendais tout à l'heure Jean-François Marcel qui disait que ce n'est pas le seul facteur, mais c'était quand même un facteur qui était pointé malgré tout. C'est-à-dire qu'à force d'avoir un salaire très très bas, eh bien, ça n'est pas nécessairement un booster d'intérêt pour la charge. Il est aussi question de formation collégiale. Alors, qu'est-ce que je mets derrière ce terme-là? C'est-à-dire que des opérateurs historiquement séparés sont invités à intervenir au sein des mêmes programmes. La formation des enseignants du premier degré était réservée
aux hautes écoles en Belgique francophone et la formation des enseignants du second degré aux universités. Et là, il est question pour l'ensemble des programmes de réunir ces deux types d'opérateurs avec des cultures très différentes. Et aussi une attention particulière à la formation des formateurs. Alors, va naître aussi un groupe de travail, le groupe GT4O, qui est en fait constitué de l'ensemble des opérateurs de la formation en Belgique francophone, c'est-à-dire les universités, les hautes écoles, l'enseignement supérieur artistique et aussi l'enseignement de promotion sociale, qui est encore un type d'enseignement parallèle. Il y avait aussi dans ce groupe des représentants des ministères. Et pourquoi je le dis? Parce que ça joue un rôle assez important, parce qu'ils soutiennent finalement le travail de ce GT4O. Et il y a une commande, c'est-à-dire de remettre un rapport à la fin de la législature 2009-2014. Dans les constats, on revient à des constats déjà énoncés précédemment, mais relevés par ce groupe. Une proportion importante d'élèves systématiquement en dessous des objectifs d'apprentissage. Le système éducatif s'avère incapable de prendre en charge ces élèves en difficulté et de les soutenir dans leur apprentissage. Alors, on pourrait se dire, il y a vraiment un souci pour les élèves qui n'y arrivent pas. Mais en fait, ça coûte. Et cet intérêt, il est là. C'est-à-dire qu'un élève qui ne réussit pas, c'est un élève qui coûte. Et donc, l'idée aussi, c'est de diminuer les coûts. Les élèves en difficulté sont issus de milieux socio-économiques défavorisés et le redoublement est la réponse la plus utilisée. Voilà. Alors, ce groupe va aussi distinguer deux types de formation. La formation à l'enseignement, et là, c'est toute la formation pendant le cursus d'études, mais nous avons aussi en Belgique l'habilitation à l'enseignement, et là, c'est la formation des enseignants après le cursus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, une partie des enseignants du second degré réalisent un master disciplinaire, par exemple en mathématiques, et puis vont suivre 30 crédits d'agrégation qui leur permettent d'avoir une habilitation à enseigner. Donc ce n'est pas intégré à leur cursus. Mais d'autres enseignants du second degré intègrent ces 30 crédits dans les 300 crédits du master. Et là, ça change, parce que ça devient une formation à l'enseignement. Vous me direz, c'est le même nombre de crédits, mais bon. Alors, les pistes, et puis je les ai reprises telles quelles, les pistes de ce groupe. Pour eux, il s'agit de concevoir un dispositif de formation professionnelle dans le double sens du terme, en visant d'une part une formation professionnalisante et donc spécifiquement orientée vers un métier et la maîtrise des compétences qu'il requiert. Et donc ici, l'idée, je pense que la vigilance de ce groupe, c'est de dire il n'est pas question de donner une formation, par exemple, en sciences humaines, je dirais en politique éducative ou même en psychologie des apprentissages, décontextualisée du métier d'enseignant. Et ça, c'est un peu l'inquiétude, c'est que dès qu'il y a masterisation, et c'est-à-dire passage à l'université, c'est que ce sont des cours qui se donnent en grand amphi, largement, et comme on dit en Belgique, ce sont des cours théoriques. C'est-à-dire, quand les gens utilisent ce terme-là, ça veut dire que ça n'a aucun lien avec moi. Quand un cours est théorique, ça veut dire que je ne le fréquente pas. Et donc, ça, c'était une première attention. Puis une deuxième attention de ce groupe, c'était en formant d'autre part des professionnels, c'est-à-dire des personnes dotées d'une relative autonomie. Moi, ce que j'aime, c'est quand même la notion de relative. Je trouve que ça mérite le détour. Parce que comment on peut être en autonomie ou en relative autonomie? Et puis, là, vraiment, pour moi, il y a un vrai problème. Justifier au regard des savoirs approfondis qu'elles maîtrisent et de leurs capacités individuelles et collectives à innover. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense au métier non plus comme une activité individuelle, mais aussi comme une activité collective. On sait que chacun est maître dans sa classe, et donc il y a vraiment tout un travail acharné des pouvoirs publics pour essayer de décloisonner, de retirer ces murs des classes. À innover, maintenant, l'enseignant doit être un créateur et à chercher les réponses les plus adéquates face aux situations rencontrées. Moi, en tout cas,
je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que celui qui correspond à ce profil-là, c'est Superwoman ou Superman, parce que franchement, dans les conditions dans lesquelles sont mises les gens pour travailler aujourd'hui, en tout cas en Belgique, clairement, arriver à ceci relève d'un engagement de type militant. Et c'est plus seulement un professionnel, ce sont des militants, alors, les enseignants qui font ça. Mon propos est volontairement provocateur, au cas où. Alors, dans les pistes, voici les pistes que ce groupe va tenter de promouvoir. La maîtrise de la langue française. Il relève en fait que le monde enseignant en Belgique francophone ne possède pas nécessairement la langue d'enseignement. La maîtrise des contenus disciplinaires à enseigner. Et là aussi, il y a un relevé finalement de perte de comment je pourrais dire ça ? Finalement, les enseignants enseignent certaines disciplines sans être capables de repérer tout ce qu'elles supposent d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue paradigmatique, etc. La capacité de s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines, là, c'est là que l'enseignant, c'est quelqu'un qui lit la recherche, qui sait interpréter la recherche dans des disciplines diverses. La capacité de lire de manière critique les résultats de recherche, la capacité d'analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et d'agir en son sein, la capacité d'agir comme pédagogue au sein de la classe, donc c'est vraiment tout ce qui est lié au design pédagogique, à la gestion de classe, voilà. Il y a une petite insistance sur tout ce qui est enseignement différencié. Et donc, vous voyez, là aussi, il y a intervention sur les modèles pédagogiques, le développement de compétences relationnelles de gestion de groupe en situation éducative. Et enfin, 3 dernières recommandations. La disposition à se positionner face à des enjeux éthiques et à respecter les cadres déontologiques et réglementaires du métier. Parfois, l'éthique et le réglementaire pourrait entrer en conflit, mais ce n'est pas mentionné. La capacité de mener individuellement et avec ses pairs une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques. Et enfin, la capacité d'agir comme un acteur pédagogique, social et culturel au sein de l'école et de la société. Voilà, ça, ce sont les recommandations de ce groupe. On est toujours, jusque-là, c'était le décor. Donc il y a un contexte européen, il y a un contexte belge, où il est dit, en résumé, l'école telle qu'elle s'organise aujourd'hui coûte cher. Nous avons de très mauvais résultats dans les tests. Il va falloir compenser tout ceci et des groupes planches pour essayer de trouver des solutions qui permettent de dépasser ça. Alors, en fait, le décret de la réforme de la formation initiale en Belgique francophone, c'est... Pardonnez-moi mes références, mais j'ai encore un ado de 16 ans, donc je dois régulièrement me farcir des séries, et comme ça... Donc, en fait, c'est Game of Thrones. Je ne sais pas si certains ont eu l'occasion d'entendre cette série-là, mais c'est vraiment hautement plein de péripéties, d'aventures, de crânes écrasés, enfin plein de choses horribles. Voilà, ça, c'est un peu la réforme. Et donc... Première chose, pour l'écriture de cette première version qui naîtra en février 2019, il est question d'associer la réforme, l'écriture de la réforme, avec l'écriture du pacte pour un enseignement d'excellence. Et dans l'écriture de ce pacte pour un enseignement d'excellence, aujourd'hui, dont on voit les débuts de mise en œuvre, il est question de faire des économies parce que grâce à ce pacte, on va supprimer le redoublement. Comme on peut faire des économies, alors on va pouvoir revaloriser le métier, on va pouvoir revaloriser barémiquement le métier d'enseignant. On se dit, voilà, moins de doubleurs, plus de sous pour payer les enseignants. Une formation collégiale pour l'ensemble des opérateurs de la FIE. Et là, le paysage belge francophone, même les universités et les hautes écoles, c'est-à-dire les établissements de l'enseignement supérieur, sont organisés en réseau aussi, donc sont colorés. Mais il y a 13 hautes écoles et 6 universités. Et elles vont devoir
créer des associations, parfois allant à l'encontre des habitudes d'association. Hein. L'idée était de faire justement exploser ce cadre. Alors, se préparent 5 masters, toutes avec un premier et un second cycle, et là en 1 ou 2 ans, parce que c'est un peu la formation différée ou la formation au sein du cursus. Et quand je dis 5 masters, ce n'est pas 5 masters, c'est 5 familles de masters. Je reviendrai peut-être plus tard là-dessus. Des empans modifiés, là aussi je vais vous montrer, c'est-à-dire que le cloisonnement habituel, qui était de former les instituteurs maternels, puis les instituteurs primaires, c'était un autre programme, et puis ce qu'on appelle nous les régents, c'est l'équivalent du collège. Tout ceci en haute école. Et puis les enseignants de lycée, ça c'est le secondaire supérieur chez nous, eh bien tout ceci, en fait, je vous disais, entre des opérateurs différents. Là maintenant, l'idée était que tout le monde puisse revendiquer un master avec des enfants qui ont bougé. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a plus d'instituteurs ou d'institutrices maternelles, mais des enseignants qui vont travailler avec les 2 ans et demi jusque 7-8 ans. Donc, on couvre à la fois l'enseignement maternel et à la fois le début de l'enseignement primaire. Et on décloisonne comme ça. Et en fait, ce type de décloisonnement, je vous donnerai des exemples juste après, et bien, ce type de décloisonnement permet, l'idée était d'arriver à l'unicité du métier d'enseignant. De dire finalement, quel que soit le niveau dans lequel on intervient, c'est le même métier. Et alors aussi une formation pour les formateurs, mais devinez, les formateurs de haute école. Parce que nous, à l'université, on n'a pas besoin, nous. C'est dans notre ADN, nous savons former les enseignants. Bon, je suis un peu critique, pardonnez-moi. Alors, je vous parlais des empans. Je ne vais pas vous embarquer dans des considérations techniques, finalement. Vous savez, il n'y a que les gens d'un pays qui s'intéressent à ce type de questions-là. C'est un peu interne, et puis on se dit... puis on a l'impression que ça peut intéresser tout le monde, mais en fait, non. Mais tout ça pour vous dire que c'était juste pour vous donner un exemple d'empan. Vous voyez, avant, le A, c'était pour la classe d'accueil. Hein. M1, M2, M3, c'était maternelle 1, maternelle 2, maternelle 3. Ces 4 années-là étaient constituées d'un corps professionnel qui étaient les instituteurs et institutrices maternelles. Ben, aujourd'hui, voilà, l'empan change et on va jusqu'en primaire 1 et primaire 2. Voilà. Est-ce que... Ah ouais. Vous voyez la souris? Ouais. Eh bien, en fait, ici, il y avait 2 formations. La section 4, donc, c'est le secondaire supérieur. Ce qui est intéressant, c'est que l'empan qui était défini ici allait de la secondaire, la 3e année du secondaire, à la 6e année du secondaire. Tandis que la formation à l'enseignement différé, qui était les 60 crédits après un master disciplinaire de 300 crédits, eh bien, lui ne pouvait couvrir que de la 4e secondaire à la 6e secondaire. Et donc, vous voyez, ces empans, l'idée de ces empans, c'était de décloisonner, y compris dans la salle des profs, parce que en Belgique, c'est géographiquement visible dans une salle des profs. Certains se trouvent absolument... tous les profs du secondaire inférieur sont ensemble et mangent ensemble, et ceux du secondaire supérieur sont ensemble. Mais certes, les premiers ont une formation en 3 ans en haute école, donc ce qu'on appelle, nous, un bachelier. Et les enseignants du secondaire supérieur, eux, ont un master disciplinaire, donc déjà, c'est autre chose, c'est plus classe. Et puis... à cela s'ajoutent les crédits d'habilitation à l'enseignement. Voilà. Donc, il y avait quand même, en tout cas, il y a une intention. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a une intention. Et alors, figurez-vous qu'aujourd'hui, que nous sommes en train de rédiger les conventions, question, mais comment on va appeler ces gens-là? Parce qu'on ne peut plus dire institut maternel, ou institut primaire, ou régent. Ça ne veut plus rien dire, puisque les empans ont changé. Vous voyez, par exemple, même les secondaires va donner cours dans le primaire.
c'est-à-dire en 5e et 6e année primaire. Et donc, aujourd'hui, figurez-vous que nous avons de la peine à trouver un terme. Alors, est-ce qu'on va appeler ça des professeurs? Est-ce qu'on va appeler ça, on ne peut pas dire des instituteurs, parce que les professeurs du secondaire supérieur, ce n'est pas des instituteurs. On ne sait pas. On ne sait plus. On ne sait plus, en fait. Donc, du coup, figurez-vous, on va prendre la terminologie du décret, c'est très, très sexy. Master, je suis diplômée en master enseignement section 1, section 2, section 3, section 4 et section 5. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit peu quelques éléments. Dans les sections 1, 2, 3, c'est-à-dire tout le premier degré, pour l'enseignement de tout le premier degré, il est question d'organiser un bachelier de 180 crédits. Et sur les 180 crédits, l'université prend en charge 30 crédits. Et le reste est pris en charge par la haute école. Et puis dans le master, là, sur les 60 crédits, l'université prend 30 crédits. Parce que dans le master, quand même, c'est quand même l'affaire des universités, donc c'est plus logique. Et le principe, c'est que les enseignants de l'université aillent dans les hautes écoles pour les programmes dont les référents sont les hautes écoles, et l'inverse. Alors, tout de suite se pose la question des coûts. Finalement, combien va coûter la création pour la haute école et la création pour l'université de ces masters 60 crédits. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans ce décret apparaissent toute une série d'axes de formation. C'est-à-dire que sur les 180 crédits, il y a X crédits qui doivent aller à la formation disciplinaire, X crédits à la formation A et par la communication, formation A et par la pratique, et ça c'est tout ce qui est pratique de stage, analyse de pratique, etc. Formation didactique et pédagogique, formation en sciences humaines et sociales, et formation A et par la recherche en éducation et en didactique. Puis il laisse toujours, ça c'est toujours le principe en Belgique, c'est qu'on laisse des crédits libres qui permettent à chaque opérateur de les investir comme il veut, c'est-à-dire de les réaffecter à un axe ou à l'autre. Alors ça, ce sont les sections 4. Je ne vais pas voir tout le tableau, mais simplement vous dire que sur les sections 4, il était initialement prévu que leur formation commence aussi en bachelier. Et donc, sur les 180 crédits du bachelier, 30 crédits sur les 180 étaient affectés à la haute école. Et en master, sur les 120 crédits, 30 crédits à la haute école. Mais dans les sections 4, sur 180 crédits, c'était essentiellement des crédits disciplinaires. Donc en fait, la haute école intervenait pour l'aspect pédagogique et l'université pour l'aspect disciplinaire. Par exemple, chez moi, on organise des masters en maths, en sciences physiques, en sciences biologiques, en chimie et en sciences éco. Voilà. Et donc, c'était... Voilà. Les masters en 5 ans, dans ce décret, sont implémentés sous forme de master 60 et de master de spécialisation en très grande quantité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un master, 3 ans de premier cycle, 3 ans bachelier, et puis 2 ans de master lui-même, eh bien on se retrouve à une formule, je pense qu'elle est belge, ça s'appelle 3 + 1 + 1. Donc, on ne va plus faire des masters 120 crédits, mais on va faire des masters 60. Et quand on aura les sous, nous organiserons une 5e année sous forme de master de spécialisation qui permettront, dans les années 2035, puisqu'on les mettra en œuvre qu'à ce moment-là, donc comme ça on voit venir financièrement les choses. Et c'est vraiment assez impressionnant de relever, c'est-à-dire que tout d'un coup, par un calcul comptable extraordinaire, tous les enjeux de réforme disparaissent et tout d'un coup, on va rajouter 60 crédits seulement à la formation déjà en cours. Alors, autre chose, dans cette réforme, les barèmes salariaux ne sont pas établis. Aujourd'hui encore, il y a toujours une inconnue sur ce que vont gagner les instituteurs, les enseignants de toutes ces sections, enfin surtout 1, 2, 3, donc de tout le premier degré. Vraiment, on ne sait pas, peut-être vont-ils conserver le même salaire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va allonger la formation dans l'idée de l'améliorer, mais on ne leur donnera pas de barème de master. C'est une des possibilités. Autre question, c'est que le financement des universités
va se faire sur 3 ans, puis retour à l'enveloppe fermée. La réforme, elle est perçue par les différents acteurs comme un cheval de Troie. Ils trouvent que finalement, elle tente de supprimer la pilarisation, c'est ce que je vous disais, ce sont en fait tous les réseaux, et toute la question des réseaux en Belgique francophone. En gros, on a le réseau de l'enseignement catholique. C'est une grosse caricature, c'est vraiment pas correct ce que je vous explique. Et puis l'autre côté, on a l'enseignement étatique et celui des communes, le troisième réseau, c'est communes et provinces. Voilà. Gros problème de faire venir l'université à la haute école et faire venir la haute école à l'université. Là, il y a vraiment des questions culturelles, vraiment d'organisation du travail, de conception du travail, Et puis, les établissements disent que finalement, ça va mener à la faillite de la Fédération Wallonie-Bruxelles parce que ce pouvoir public ne possède pas les financements pour pouvoir assumer la réforme. Les acteurs doivent préserver leur capacité de travail et leurs conditions, parce que là, ils se disent tout d'un coup, mais on nous demande tellement de choses, mais en fait, il n'y a pas de ressources pour, donc on ne va pas pouvoir y parvenir. Et ils deviennent de plus en plus, je vais mettre entre guillemets résistants, parce que pour moi, ça ne veut rien dire, mais c'est le mot qui est utilisé. Les gens sont résistants, ça veut dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment danger et qu'il fallait se mobiliser. Alors... Puis le décret est vécu vraiment comme invasif, que ce soit en termes de structure ou de contenu, et perte de l'autonomie et la liberté académique. En tout cas, en Belgique, un professeur à l'université, à partir d'un cahier des charges, réinterprète le cahier des charges et est complètement libre de ce qu'il peut y affecter. Et tout ceci va faire, tous ces facteurs vont faire que changement de gouvernement, réélection, vous savez, chez nous, on met parfois 1 an, 2 ans à mettre en place un gouvernement après les élections, donc ça traîne. Et le gouvernement suivant, avec tout ce que je viens de vous énoncer, dit « Oula, non, on va stopper cette réforme ». Et puis, il appuie sur le frein, la pédale de frein, et tout est levé. C'est-à-dire que tous les établissements avaient travaillé d'arrache-pied pour essayer de rencontrer les demandes, et tout est mis en stand-by. Là, on est sûr, franchement, pendant au moins une année, tout le monde pense qu'on a enterré la réforme et qu'on va rester dans notre bon système, que rien ne va bouger. Vraiment, tout le monde est désabusé. Et le gouvernement dit oui, mais il ne faut pas se précipiter, il faut qu'on réfléchisse, on va mettre en place toute une série de groupes de travail. Le seul, moi, que j'ai retenu, c'était le 4e groupe, c'était le groupe financier, parce que tout le reste, nous, on l'avait fait, ce travail-là. Quand je dis nous, tous les opérateurs avaient travaillé d'arrache-pied, mais aussi tous les acteurs de la société civile aussi avaient travaillé. Donc, je dis, mais non, on ne va pas avoir les sous, c'est pas possible, il faut qu'on réfléchisse. Et voilà. Alors, en fait, ma présentation pourrait s'arrêter là, mais non. Et c'est là que c'est trépidant. C'est que, sous la pression, alors moi, je ne sais plus vous dire de qui, ben, la réforme renaît de ses cendres, c'est extraordinaire, et on arrive à un 2e texte, 2 ans plus tard, vont se mettre en place toute une série de négociations. Les universités ont repéré que si elles implémentaient un 1er cycle pour la formation des enseignants du 2e degré, eh bien, ça allait être trop coûteux. Donc, elles négocient, elles se mettent en lobbying, et elles négocient la suppression de la formation au 1er cycle. Donc, les hautes écoles ne viennent plus à l'université en 1er cycle de formation. Et il n'y a plus de formation en tant que telle à l'enseignement, puisque ce sont des bacheliers disciplinaires. Bachelier, c'est une licence en France. La prise en charge des unités d'enseignement par les hautes écoles, par contre, est augmentée dans d'autres programmes. Et c'est là que les universités n'ont pas mesuré en négociant. Ils suppriment d'un côté, effectivement, l'impact budgétaire sur l'organisation des bacheliers, mais de l'autre côté, ils ne mesurent pas qu'il y a des hautes écoles qui vont se défendre et vont dire si nous, on n'organise pas les 30 crédits dans le 1er cycle, alors on les organise dans le 2e cycle. Et tout d'un coup, les programmes se sont vus de 2e cycle. Les universités perdent la main
sur les programmes qu'elles organisaient, dont elles sont référentes. En tout cas, elles le vivent comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Elles vivent comme ça. L'équilibre des axes de formation est revu. Vous vous rappelez, je vous avais montré 6 axes. À nouveau, la répartition est revue et le référentiel de compétences est à nouveau réélargi. Elle est reprise dans une terminologie plus large. Et donc, j'arrive à la clôture de mon propos. Un bon compromis, finalement, c'est pas ce que vous croyez. C'est-à-dire, d'habitude, on pense qu'un bon compromis, c'est que tout le monde est gagnant. En réalité, on peut mesurer qu'il y a un bon compromis sur la réforme de la formation initiale des enseignants parce que tous les acteurs se perçoivent comme perdants. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, merci Sephora. On retiendra peut-être de la dernière formulation que tant que les gens râlent, c'est qu'ils sont encore vivants et donc on peut poursuivre à travailler avec eux. Voilà, pour essayer de ne pas être simplement dans le côté de l'insatisfaction. On a vu ce matin aussi les moyens d'essayer de dépasser cette insatisfaction. Si tu veux t'asseoir aussi, ce sera peut-être plus confortable. On a une dizaine de minutes, on prendra une courte pause, mais on a quand même une dizaine de minutes pour quelques questions ou quelques réactions. L'écoute de la conférence de Sephora sur le contexte belge francophone. Je vais céder la parole à mon directeur et puis Pascal. Alors, évidemment, merci pour cette présentation et désolé d'être arrivé en retard, mais j'ai terminé avec la journaliste, il fallait bien. Alors, je suis interpellé par notamment deux éléments. Dans le changement évoqué, pour moi, il y a la question de l'identité professionnelle qui se joue, quand il y a cette idée qu'on n'a pas de nom nouveau pour les nouveaux corps ainsi créés par les nouvelles dispositions. Donc, voilà, pour moi, il y a quelque chose de très très sensible dans cette affaire-là. S'appelait Master Enseignement Section 1, et je suis d'accord que c'est pas très sexy. Et vraiment, je pense que ça pose une véritable question d'identité professionnelle. Alors ça, c'est ma première question. Je voulais savoir si de ce point de vue-là, il y avait des réflexions qui étaient en cours, à quelque niveau que ce soit dans les hautes écoles, soit à l'université, soit au niveau du ministère, pour quand même essayer de résoudre ce qui, à mon avis, là, pour moi, est un véritable écueil. Aussi, qui peut être pour moi, moi je le verrais assez facilement comme un écueil à la bonne mise en marche de la réforme. Je songe parce que quand c'est arrivé en France, certains ici, notamment dans le premier degré, étaient pas très heureux de perdre le titre d'instituteur. Il a perduré avant que professeur des écoles ne s'impose davantage, mais il y avait quand même au moins un nom et une identité commune qui s'était forgée. Donc c'est ma première question, donc porte sur l'identité absente finalement que recèle cette réforme s'il n'y a pas de nom pour nommer les nouveaux métiers ou les nouveaux corps. Et la deuxième question, c'est sur le fonctionnement. Alors, et là, j'ai peut-être simplement parce que je suis arrivé en retard. C'est qu'est-ce qui fait en Belgique comme ça, en dehors de la question de l'aspect peut-être fédéral, mais qu'est-ce qui fait que il peut y avoir cette négociation entre le ministère et les universités et les écoles pédagogiques, par exemple, parce que voilà, ça marche comment, ça, véritablement? En fait, pour la première, merci pour vos questions. Pour la première question, je trouve que c'est une aubaine, au contraire, parce qu'elle ouvre un espace. Moi, j'ai appris parfois à mes dépens, c'est que dans la loi, tout ce qui n'est pas écrit est autorisé. Dès lors, si on n'a pas déjà prédéfini la manière dont ces professionnels de l'éducation vont s'appeler, vont se nommer, il y a vraiment tout l'acte symbolique de nomination et donc de définition du périmètre d'intervention, c'est l'occasion de le laisser aux acteurs. Alors on va dire, oui, ils vont être résistants pendant toute une période, ils vont continuer à s'appeler comme ça. Moi, je suis institut maternel, moi, je suis régent. Ok, ça va durer, mais je pense qu'il y a vraiment
à aménager des espaces pour qu'il y ait une possibilité aux professionnels de l'éducation de se nommer eux-mêmes. Alors, ça ne va pas se faire tout seul. Je pense qu'il y a, par contre, là, notre présence, nous, en tout cas en tant qu'opérateurs de formation, ça peut être justement à travers la formation. Un élément que je n'ai pas donné, c'est la formation des maîtres de stage. Donc, ce sont les enseignants de l'obligatoire. Ce sont ceux qui accueillent nos stagiaires. Donc, ceux qui sont en classe, ce sont les enseignants qui accueillent nos stagiaires. Et là, il y a une question de les former aussi à être des accompagnateurs. Eh bien, c'est de créer des espaces d'échange et de travail avec les enseignants de l'obligatoire pour pouvoir justement identifier et créer cette nomination. Enfin, moi, ce serait vraiment ma piste. Moi, j'ai envie de dire, c'est une chance qu'on arrive sur cet espace vide. Et alors, la deuxième question, c'est en fait quand j'entends comment ça se passe en France que je suis surprise. En Belgique, il y a vraiment cette tradition, moi, je trouve que c'est ce qui fait tout son charme, cette tradition de négociation entre les différents partenaires. Et cette négociation, alors, elle est parfois très spéciale, parce qu'effectivement, certains ont des forces de lobbying plus puissantes que d'autres, mais ça permet de refléter vraiment les enjeux et ce qui se passe au niveau social. Oui. Mais par contre, c'est vrai que je suis surprise quand on dit c'est comme ça. Nous, on a l'habitude. Je veux dire, par exemple, moi, mon intervention dans le décret, ça a été de faire changer une série d'articles, alors que je suis prof à l'université. Et comme on a été consulté, j'ai repris avec mes collègues, on a indiqué les articles qui mettaient notre université en situation de concurrence déloyale avec les autres, parce qu'on est une moyenne université, alors moyenne université en Belgique, donc je ne vous dis pas par rapport à la France, mais en Belgique francophone en plus, mais oui, enfin, on a le pouvoir de lobbying, et ça, je trouve que ça a de l'intérêt. En tout cas, je me mets à la place d'un chercheur, je trouve qu'il y a de quoi étudier. Merci pour votre intervention qui me fait réfléchir, et mes collègues aussi peut-être, aux relations tendues entre la formation des enseignants et une discipline particulière que sont les sciences d'éducation pour la Belgique et les sciences d'éducation et de la formation pour la France. Alors pour aller vite, les sciences d'éducation, enfin les sciences de l'éduc, on va les appeler comme ça, en France ont toujours prospéré sur le dos de la formation des maîtres, puisque à mesure que le niveau d'exigence pour devenir professeur des écoles augmentait en termes de diplomation, les sciences d'éducation ont accueilli de plus en plus d'étudiants, puisque la licence permettait d'entrer dans les ex-IUFM puis SP. Pour ce que j'en connais, c'est un peu l'inverse, ou en tout cas ça procède d'un autre mécanisme en Belgique, puisque ce sont des enseignants en poste qui vont passer des masters de sciences d'éducation pour ensuite bénéficier d'une échelle salariale un peu plus avantageuse pour eux. Et donc la question que je voulais vous adresser, c'est au fond, comment est-ce que cette réforme, si elle a lieu, quelle que soit la vitesse à laquelle elle a lieu, comment cette réforme va-t-elle impacter l'offre de formation en sciences d'éducation et la fréquentation de ces masters par des enseignants primaires ou maternels qui n'auront plus besoin d'un master si leur échelle de rémunération augmente, ou qui de toute façon iront quand même encore en sciences de l'éducation pour avoir un meilleur salaire, puisque visiblement la question salariale n'est toujours pas réglée. Oui. Voilà, c'est un peu technique, mais je suis très intéressé par votre réponse, parce que je suis engagé dans la rédaction d'un document pour le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant qu'expert non belge. Et donc, voilà. Alors, il faudra vraiment... J'aurais dû couper mon propos. Alors, figurez-vous que je viens d'une université où il n'y a pas de sciences de l'éducation. Et donc, jusqu'à présent, un enseignant
comment je dirais, effectivement du premier degré, qui voulait disposer d'un barème de master. Donc, un barème de master dans l'histoire d'un enseignant en Belgique, ça veut dire quand même 500 € net par mois en plus. Vous faites x12, ça vaut la peine. Donc, ça change quand même quelques données, hein. C'est tangible comme affaire. Donc, ça mérite de passer le... Donc, il présentait effectivement le master en sciences de l'éducation. Et là, ils le font en 3 ans parce qu'on compte 1 année passerelle et puis 2 années pour... Et donc, j'ai été aussi professeure dans une autre université où j'ai donné cours en sciences de l'éducation. Mince, hein. Et personnellement, mais c'est un avis vraiment totalement personnel, je ne sais pas s'il est intéressant de marier la formation des enseignants et le master en sciences de l'éducation. Je crois que de faire un master en sciences de l'éducation, l'idée est de booster la recherche en sciences de l'éducation avec toute la diversité. Je crois que le champ de la formation initiale en fait partie, mais ne se réduit pas à ça. Et il ne faudrait pas qu'on réduise les masters en sciences de l'éducation à des travaux de recherche sur la formation des enseignants, que ce soit la formation initiale ou continuée. Je crois qu'il y a tous les autres acteurs éducatifs par ailleurs, et toutes les questions d'apprentissage. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est tout ce qui est apprentissage en situation de travail. C'est aussi bien les métallos de l'aéronautique. Et voilà, je crois que nous avons, à mon avis, intérêt à conserver une pluralité dans les sciences de l'éducation. Mais je ne suis pas sûre d'avoir répondu à votre question. Il nous reste peut-être quelques minutes encore. Je ne sais pas s'il y a une autre question à adresser à Sephora sur le parallèle qu'on peut dresser éventuellement entre le contexte belge et francophone et le contexte français, les réformes de formation des enseignants, ou si tout le monde a eu satisfaction de des questions qui se posaient ou des pistes. Les études comparatives sont toujours très intéressantes pour se rassurer de sa propre situation. Ouais. Disons qu'il y a deux stratégies un petit peu différentes entre une réforme qui tarde à venir et une multitude de réformes qui se succèdent. Et dans les deux cas, c'est difficile à gérer sur le terrain, quoi. Mais les changements peuvent aussi venir avec ce qu'on a pu voir ce matin, des pratiques professionnelles et d'une réflexion centrée sur ce qui peut se passer dans les établissements d'enseignement, au-delà des lieux de formation, que ce soit université ou haute école et université en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé votre introduction avec l'origine des réformes, qui est quand même rendre les enseignants employables pour le secteur marchand, privé, peu importe. Et c'est vrai que finalement, les réformes ont pris des chemins un peu différents, mais elles sont motivées, je pense, par la même chose. Ce matin, c'était aussi le point de vue qui avait été évoqué dans la première conférence. Donc, le chemin est un peu différent, mais la finalité est la même. On avait juste une question là autour. La question qu'on se posait, c'était est-ce qu'il y a un concours après les études pour devenir enseignant ou pas ? Non, c'est un master. Vous réussissez vos 300 crédits ou vos 240 crédits, selon les cursus, et vous avez un diplôme qui vous donne accès. Mais la notion de fonctionnaire, par exemple, elle est très différente. C'est-à-dire, vous sortez, vous avez un diplôme, et puis vous vous débrouillez pour trouver un emploi. Et puis, vous pouvez rester temporaire pendant 20-25 ans aussi. C'est-à-dire, ça joue aussi. Hein, c'est-à-dire vous êtes employé. Alors aujourd'hui, le calendrier scolaire vient de changer, donc maintenant, ça reprend fin août. Hein. Avant, c'était du 1er septembre au 31 août. Aujourd'hui, maintenant, on a avancé. Donc, on finit plus tard. Hein, on finit en juillet. Mais vous étiez employé au 1er septembre et licencié, c'est-à-dire viré, au 30 juin. Au 30 juin. Voilà. Ouais, et ça, vous pouvez vraiment, il y a dans le paysage belge, c'est un cas très fréquent. C'est pas quelque chose. Alors en plus, vous êtes engagé dans un réseau. Alors imaginez, vous trouvez un travail dans une école qui est dans le réseau Cato.
Et puis, comme vous faites un réseau, eh bien, vous allez à chaque fois faire des intérims au début et puis être réengagé dans ce même réseau. Et puis, à un moment donné, vous trouvez que l'école qui est pas très loin de chez vous, elle n'est pas du même réseau. Et là, vous ne serez pas engagé parce que vous avez toute votre carrière ou vous avez fait vos études dans un établissement coloré et donc vous n'êtes pas engagé. Parce que voilà, il y a donc cette histoire des piliers en Belgique joue. Donc c'est un métier très incertain en termes de carrière, oui. Mais il n'y a pas de concours. Chaque chose a son avantage et son inconvénient. Voilà. Merci, Sephora. Une dernière question, alors. Oui. Est-ce qu'on peut légalement être engagé comme enseignant à l'école si on n'a pas un diplôme d'enseignement, comme contractuel? Pour l'instant, on a réussi à pas trop le faire. Jusqu'à présent, c'est pas la piste qui est, mais on risque d'y arriver. Voilà, merci.